La France est-elle un narco-État? Oui, t'as bien entendu, c'est le titre de la vidéo. Alors ici, je bouleverse totalement Atlas d'Histoire, qui devient Atlas Investigation. Après cette vidéo, vous ne serez plus le même, je vous le dis clairement. Mais cette vidéo est nécessaire pour voir les dessous des cartes géopolitiques et économiques qui va sûrement bouleverser pour vous, français ou francophones, à tout jamais, la face cachée du pays à la Tour Eiffel et au Sacré-Cœur. Au Sacré-Cœur, addict à la drogue. On envoie le générique. Alors ici, c'est tout simple, le but n'est pas de dire si j'ai raison ou j'ai tort, on va partir sur des faits qui sont basés. Pour commencer, un narco-État, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le terme utilisé pour décrire un pays ou un gouvernement, ou bien même une partie importante de celui-ci, qui est infiltré, influencé ou contrôlé par des organisations criminelles impliquées dans la production, le trafic ou la distribution de drogues illicites. Cela implique généralement un niveau élevé de corruption au sein des institutions publiques et une capacité, ou un manque de volonté, à lutter contre le commerce de drogue en raison de l'influence de ces organisations. En gros, c'est les trafiquants de drogue qui gèrent l'État, tout simplement. Les caractéristiques d'un narco-État vont être donc des responsables politiques, des forces de l'ordre ou des institutions judiciaires qui sont corrompus et complices des activités liées à la drogue. Une part significative de l'économie nationale repose sur les revenus du trafic de drogue. C'est pour ça que les politiques sont en lien avec les narcotrafiquants. L'État également ne parvient pas à imposer ses lois et les cartels ou les trafiquants exercent une influence importante, voire supérieure à celle du gouvernement dans certaines régions. Il y a également des rivalités entre cartels ou entre trafiquants et forces de l'ordre qui entraînent des niveaux élevés de violence aussi. Et pour finir, les organisations criminelles parviennent à influencer les politiques publiques, les lois ou les élections pour protéger leurs intérêts. Les intérêts donc de la famille avant le pays. Si vous voulez quelques exemples, on a donc la Colombie des années 80-90, où pendant l'apogée des cartels de Medellín et de Cali, donc ils avaient infiltré de nombreuses institutions gouvernementales et influencé la politique au pays. Également au Mexique, alors bien que le Mexique ne soit pas officiellement, c'est officiel, donc considéré comme un narco-État, l'influence des cartels dans certaines régions et leurs infiltrations dans les forces de l'ordre et la politique ont suscité des débats sur cette qualification. Également, un autre territoire, l'Afghanistan. Donc en tant que principal producteur d'opium dans le monde, l'économie de certaines régions repose largement sur la production et le trafic de drogue. Donc un narco-État, si vous voulez représenter ça d'une façon toute simple, c'est un pays plutôt pauvre ou bien qui s'appauvrit, avec une population également qui s'appauvrit, et des cartels qui ont tellement de pouvoir qu'ils peuvent corrompre la police, les fonctionnaires, la politique, les dirigeants politiques, et ce qui fait donc de ce pays un narco-État, un pays soumis à une autorité richissime. Maintenant, quel est le problème en France? La France, ça n'a jamais été un narco-État. Il n'y a jamais eu d'hommes célèbres comme El Chapo ou Pablo Escobar qui ont été si puissants que l'armée a dû être obligée d'être employée afin de détruire ces individus. De quoi tu me parles, Atlas? Retourne à tes vidéos d'histoire et ferme-la, quoi. Posons-nous un petit peu. Alors pour ceux qui veulent, prenez un petit gâteau ou un petit thé ou un petit café. Prenons le temps de réfléchir intelligemment et calmement. La France, c'est quoi? C'est un pays qui a été construit par des Francs, qui étaient les dirigeants de peuples gallo-romains. Ce pays a traversé des royaumes pendant des millénaires, puis des révolutions, des empires et enfin des républiques. Ce pays, qui est situé en Europe de l'Est, connu pour sa riche histoire, sa culture influente et son patrimoine diversifié. C'est une république démocratique et laïque, dont la capitale est Paris. Vous vous souvenez, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, les Champs-Élysées. Ce pays qui est membre fondateur de l'Union européenne joue un rôle crucial sur la scène internationale grâce à son économie, son rayonnement culturel et sa force militaire. D'ailleurs, parlons de l'Union européenne, dans laquelle la France joue un rôle majeur. Bien évidemment, la France est un acteur important de l'Union européenne. Cependant, si la France a les contours de l'Hexagone
que vous tous connaissez, aujourd'hui, les frontières françaises ont bien changé. Et ce, notamment depuis les accords de l'espace Schengen. Alors ici aussi, il faut une définition claire et simple. Alors Schengen, ça fait référence à l'espace Schengen, qui est une zone de libre circulation en Europe, où les contrôles aux frontières intérieures entre les États membres sont supprimés. Il tire son nom de l'accord de Schengen, signé en 1985 dans la ville de Schengen au Luxembourg. Cet accord, qui a été intégré au droit européen, permet aux citoyens résidents et voyageurs de se déplacer librement entre les pays membres comme s'ils ne formaient qu'un seul territoire. Donc ici directement, vous pouvez m'arrêter, on n'a pas besoin d'être un cadre de la géopolitique pour comprendre que une fois dans l'espace Schengen, vous pouvez vous déplacer, donc par exemple du Portugal en Pologne ou de l'Espagne en Pologne en passant par la France, etc. Donc les vraies frontières de la France, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ça va être particulièrement par exemple Gibraltar au sud de l'Espagne, également les côtes de la Sicile vont former les frontières naturelles de la France, et je ne parle pas du tout de Napoléon ici. Ensuite, à l'est, vous retrouvez les frontières entre la Turquie et la Grèce, qui forment la limite du territoire. Dans le nord, vous avez également donc la Pologne, les pays baltes, qui sont intégrés à l'espace Schengen. Et un point qui est particulièrement important à notifier, à savoir cette ville que je vous montre sur la carte, Rotterdam, aux Pays-Bas, qui est le plus grand port d'Europe, bien devant Anvers et Hambourg. Il est en haute outre le 4e port mondial derrière Shanghai, Singapour et Tianjin. Rien que ça. Donc vous avez ces frontières économiques qui, lorsque le passage a été effectué sur le territoire de Schengen, peut se propager partout à travers l'Europe. Alors certains vont peut-être être choqués de mes propos, mais ceux-ci sont les faits actuels. Il y a des points positifs à Schengen, qui fait que l'Europe est le plus grand marché mondial à l'heure où je vous parle, et il y a également d'autres points négatifs, notamment une difficulté de traçabilité des transports, notamment de la drogue. Également, il va falloir citer des chiffres. Peut-être que certains ça vous fait peur. N'ayez pas peur, il ne faut pas avoir peur. Je vais citer les chiffres de consommation de drogue, de certains types de drogue, et voir si les consommations sont en hausse ou en baisse. Alors, je préfère vous prévenir, et c'est la petite touche d'Atlas, mais Atlas est bien plus précis, bien plus intéressant et bien plus net que d'autres chaînes YouTube qui peuvent traiter du même sujet. Donc on commence le cannabis. Dans les années 80-90, on a remarqué qu'il y a à peu près environ 5% des adultes 15-64 ans ayant consommé du cannabis au cours de leur vie. Dans les années 2000, il y a une hausse qui atteint les 20-30% dans certains pays comme la France et l'Espagne. En 2020, le cannabis est la drogue illicite la plus consommée. Environ 15% des adultes européens déclarent en avoir consommé au cours de l'année. En France, ce chiffre monte à 21% pour les jeunes. Donc la consommation a en fait triplé dans plusieurs pays entre 80 et 2020, notamment chez les jeunes. Passons à la coke, la blanche. Enfin moi je connais pas tout ça. Mais donc dans les années 80, on a un usage marginal avec moins d'1% des adultes qui utilisent la coke. En 2000, il y a une explosion de la consommation avec une prévalence atteignant 2 à 3% des adultes dans les pays d'Europe de l'Ouest, Espagne, France, Roumanie. Et aujourd'hui, en 2020, la coke est la deuxième drogue la plus consommée. Environ 1,4 million d'Européens l'ont consommée en 2022, avec des pics de consommation chez les jeunes adultes de 3-4%. La consommation a été multipliée par 5 à 10 depuis les années 80. Ensuite, la drogue de synthèse, l'ecstasy, MDMA, je connais pas tout ça, mais c'est pas facile à dire, et l'amphétamine. L'ecstasy, donc dans les années 80, c'est une nouveauté limitée dans des cercles restreints. En 2000, il y a une hausse massive, par exemple au Royaume-Uni, environ 2% des adultes consomment de l'ecstasy, et en 2020, on a remarqué que c'était assez stable, donc toujours dans les 2%. Donc dans les années 80-2000, il y a eu un pic, et ensuite il y a eu une stabilisation à l'heure où je vous parle. Passons maintenant aux opiacés. Donc par exemple c'est l'héroïne et les opioïdes de synthèse. Dans les années 80-90, il y avait 1% des adultes qui consommaient dans certaines zones urbaines, notamment de l'héroïne. En 2000, 1,3% donc En 2000, il y a donc un petit déclin avec le nombre d'utilisateurs qui est à peu près estimé à 1,3 million en Europe.
Et en 2020, il y a une remontée, mais qui reste assez limitée, d'opioïdes de synthèse. Donc il y a une diminution dans les années 2000, puis une réaugmentation. Également, il y a les nouvelles substances psychoactives, les NPS. Donc en 2000, auparavant, on n'en parlait pas trop, il y a une apparition de plus de 900 nouvelles substances, identifiées entre 2005 et 2020. Par la suite, en 2020, il y a environ 52 nouvelles substances signalées chaque année en moyenne. Les cannabinoïdes de synthèse et les catinones dominent le marché. Il y a une croissance très rapide dans ces nouveaux produits, qu'on appelle des fois la psychique, qui est alimentée notamment grâce au commerce en ligne et à l'achat via les crypto-monnaies. Pour le LSD, il y a une consommation marginale de 1% des adultes dans les années 80. Ensuite, il y a une légère reprise dans les années 2000 et une sorte de stagnation. Donc ça stagne pour le LSD. Donc pour le résultat, si je peux résumer en global, notamment donc le LSD, c'est une stabilité, il y a entre 0,5 et 1% de personnes qui consomment. Pour le NPS, il y a 52 nouvelles substances qui sont créées par an. Le psychique, le chimique. Les opioïdes, il y a à peu près 1,3 million de consommateurs aujourd'hui. Les drogues de synthèse, c'est assez stable. La cocaïne, il y a eu une grosse hausse avec plus de 1,4 million de consommateurs annuels. Et le grand gagnant de ce triste score est attribué au cannabis avec environ 30% des adultes européens qui en ont consommé au moins une fois. Alors je sais, et je donne pas toujours mon avis, et je sais que le professeur Atlas d'Histoire peut vous paraître des fois assez foufou. Parfois vous pouvez vous dire qu'il doit consommer de l'opium, mais pas du tout. Je suis personnellement, pour une fois je le dis, mais je suis personnellement contre ce type de produit. Maintenant il y a donc aujourd'hui des possibilités d'évolution, notamment des facteurs qui vont influencer le fait qu'il peut y avoir plus de produits, notamment des accès facilités, donc des routes commerciales beaucoup plus efficaces d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. Également une digitalisation, donc le darknet et les réseaux sociaux favorisent les ventes. Il y a aussi une normalisation culturelle, donc le cannabis et certaines drogues de fait sont parfois acceptées. Et une réduction des risques. Les politiques publiques limitent les overdoses et les dommages liés à certaines substances. Donc les CUM, on peut le dire, ils consomment. Même si on peut le dire aussi, l'évolution de la consommation des drogues va dépendre de beaucoup de facteurs, mais il est clair de penser que la situation va s'aggraver si certaines tendances et dynamiques actuelles se poursuivent. Donc notamment, comme je vous l'ai dit, grâce au darknet, les crypto-monnaies, également l'augmentation des outils numériques qui peuvent élargir l'accès à des substances toujours plus variées. Aussi donc l'augmentation de la production mondiale. Donc que ce soit ceux qui produisent ou ceux qui achètent, dans leur généralité, la tendance à consommer va de plus en plus grand, va de plus en plus haut. Les courbes vont to the moon, comme disent les crypto bros. Également, il y a eu une évolution des préférences de consommation. Il y a aussi donc des nouvelles générations qui veulent normaliser certaines drogues. Il y a également donc des banalisations qui peuvent entraîner une augmentation de la consommation. Également, on a des apparitions de substances plus puissantes et des inégalités sociales croissantes qui poussent les populations en crise à consommer ce genre de produits. Et je vous le dis, et je me répéterai jamais assez sur cette histoire, ne consommez pas de produits, c'est pas bon pour vous. C'est clairement mauvais, ça peut vous nuire et même vous détruire intellectuellement. Et pas que. Donc la situation, alors je dirais pas du tout qu'elle est catastrophique, il peut y avoir des solutions pour lutter contre le trafic de drogue, mais la situation, elle est telle qu'elle est. On est sur un marché continentalisé, on peut l'appeler comme ça, où tout le continent peut commercer assez rapidement grâce à l'espace Schengen, et on a des routes commerciales, les routes de la drogue, qui arrivent, que ce soit donc par Gibraltar, par les routes du sud, les routes de l'est, et même, comme je vous ai dit, par la mer, avec le port de Rotterdam. Bon, on a vu une partie, même si on ira bien plus dans les détails, donc les consommateurs, la zone euro et les consommations, notamment de cannabis et de cocaïne. On a vu comment des produits comme celui-ci pouvaient arriver donc en France ou sur d'autres territoires de l'espace Schengen, notamment donc par les routes commerciales. Maintenant, on va voir qui sont un peu les fautifs. C'est qui vend du produit
hein. C'est pas que ton dealer qui vend de la drogue, lui, il récupère du matériel et des produits qui viennent d'ailleurs, mais ça vient d'où tout ça? Alors pour ce qui est du cannabis, la provenance, hein, ça va être surtout le Maroc, hein, qui est le principal exportateur vers l'Europe, et en particulier de résine de cannabis, donc ça s'appelle hashish. Il y a également certaines productions domestiques, donc il y a une augmentation de la culture en intérieur dans certains pays comme les Pays-Bas. Les chiffres pour vous donner, c'est environ 22 millions de consommateurs en Europe en 2022. Hein. Ces chiffres, ça vient de l'EMCDDA. Et 60% des saisies de drogue en Europe concernent le cannabis, avec plus de 700 tonnes de résine saisies en 2021, principalement à la frontière espagnole. Bon, on sait d'où ça vient. Ça vient grosso modo du Maroc. La coke, maintenant, pour ceux qui prennent. Ne prenez pas, hein. Donc, la provenance, ça vient notamment d'Amérique du Sud. La Colombie, le Pérou, la Bolivie. Alors ces trois pays, ils assurent environ 90% de la production mondiale de cocaïne. On sait d'où vient la cocaïne, précisément. Les points d'entrée donc, sont en Europe, donc notamment le port d'Anvers, le Rotterdam, donc en Belgique et aux Pays-Bas, également à Hambourg, donc en Allemagne. Et les routes de transit, c'est particulièrement l'Afrique de l'Ouest, donc le Guinée aussi, donc le Nigeria, qui sert souvent de plaque tournante. On a environ 4,4 millions de consommateurs de coke en Europe en 2022 et la pureté moyenne de la cocaïne en Europe est de 56% en 2022, en hausse par rapport à 2015. Donc ça veut dire la pureté, hein, c'est quand vous avez 56% de cocaïne dans un produit qui contient 100% d'autre chose. Après autre chose, on ne sait pas. L'héroïne à présent, ça aussi c'est une drogue qui fait des ravages. Ça vient d'Afghanistan, qui produit environ 85% de l'héroïne mondiale. Ils sont à fond, hein, au niveau coke et autres. Donc les routes pour arriver par exemple en Europe, ça va être l'Afghanistan. Depuis l'Afghanistan, ça va vers l'Iran. Ensuite, depuis l'Iran, ça va vers la Turquie. Ça finit dans les Balkans, puis en Europe occidentale. Alors il y a les routes secondaires qui sont l'Afrique de l'Est, également via le Kenya et la Tanzanie. Et ensuite qui remontent par le sud, notamment par les côtes italiennes et parfois aussi par Gibraltar. Donc on a environ 1,3 million de consommateurs en Europe en 2022, plus de 9 tonnes saisies en 2021, principalement aux frontières orientales de l'UE. La pureté de l'héroïne varie entre 20% et 40% selon le pays. Passons aux drogues de synthèse qui viennent principalement donc, des Pays-Bas. Hein. Vous savez, les Pays-Bas fait partie des pays qui tolèrent notamment certains nombres de drogues. Voilà, donc c'est surtout l'amphétamine. Et les chiffres, donc le réseau est européen, donc l'Europe exporte une part importante de ces drogues vers d'autres continents et aussi au sein de l'espace Schengen. Donc tous les trafiquants, il y a des trafiquants partout. Hein. C'est ça hein, que vous devez conclure au sein de cette vidéo. Au niveau des chiffres, on a environ 2,6% de consommateurs de MDMA en 2022, 21 tonnes d'amphétamine saisies en Europe en 2021, et une concentration moyenne de MDMA dans les comprimés qui atteint un record de 200 mg par pilule en 2022. Donc c'est énorme, c'est du très gros. Donc notre investigation est pas mal hein, pour le moment, moi je trouve. On sait qui consomme les drogues, comment tournent les drogues, quelles drogues sont les plus consommées et le chiffrage hein, de tous ces produits. Et maintenant, on sait d'où viennent la majorité des drogues. Passons à la France dans tout ça. Et permettez-moi de faire ce que je vais appeler une mini-conclusion. Puisque, en fait, quand je dis au sein de mon titre « Est-ce que la France est devenue un narco-État ?», en fait, c'est un boulot à plusieurs pays. L'espace Schengen, donc, qui est un espace économique, on peut le dire, a les défauts de ses qualités. Donc, les qualités sont que le commerce est beaucoup plus rapide au sein de l'Union européenne qui a besoin d'une force économique. Les points faibles sont qu'avec ce commerce arrive le commerce de la cocaïne qui tourne à travers de l'Europe. La question est donc pas que est-ce que la France est devenue un narco-État, mais est-ce que l'Europe tout entière est devenue un narco-État finalement ? Également, comment expliquer que le trafic de drogue ne cesse d'augmenter alors que le nombre de saisies et de condamnations n'a jamais été aussi élevé ? Quel rôle joue l'évolution du marché des drogues et de la consommation dans cette situation qui peut paraître en fait un peu paradoxale ? Où en est le droit international et comment le faire progresser ?
Est-ce que finalement ces organisations, même internationales, de lutte contre la drogue, et même l'ONU, ainsi que l'OMS qui milite pour une guerre à l'international contre les trafiquants de drogue? Toutes ces questions-là que je viens d'énumérer, que je viens de poser, sont bien plus complexes et reflètent une combinaison de facteurs qui sont multiples, on peut le dire. Mais pourquoi le trafic de drogue a augmenté malgré des saisies et des condamnations élevées? Il y a une demande croissante. L'augmentation de la consommation mondiale, en particulier des drogues synthétiques, alimente le trafic, ainsi que la cocaïne. Cela est dû à divers facteurs, dont des changements culturels, une accessibilité accrue et une banalisation de certaines substances. Donc, comme il y a des substances dures, les substances douces deviennent quelque chose de marginal, presque comme du tabac. Il y a également des organisations criminelles qui utilisent des routes, des méthodes, des technologies toujours plus sophistiquées pour contourner les contrôles, des drones, les darknets, les crypto-monnaies. Il y a également un commerce de drogue qui est extrêmement rentable. C'est beaucoup plus rentable à un paysan de n'importe quel pays de cultiver de la drogue plutôt de cultiver des patates ou du riz, ce qui attire de nouveaux acteurs, y compris dans des régions qui étaient avant peu impliquées, pas que les pays pauvres. Il y a également un effet pervers des saisies, l'effet de résilience. Donc les trafiquants compensent les pertes dues aux saisies en augmentant le volume produit et transporté. Il y a également mais malgré ça, il faut faire ces saisies malgré cela. Et les saisies et les arrestations créent des luttes de pouvoir entre trafiquants, ce qui conduit à une augmentation de l'activité pour financer ces conflits. Il y a également une réduction de l'offre et une réduction de la demande. Les politiques actuelles se concentrent davantage sur les trafiquants que sur la prévention et la réduction de la demande. Ça crée un déséquilibre. Et il y a aussi, dans les pays consommateurs comme la France, le trafic de drogue augmente aussi pour répondre à la demande domestique, en particulier dans les zones sensibles. Pour le rôle de l'évolution du marché et des modes de consommation, il y a le marché qui évolue bien sûr avec l'arrivée de nouvelles substances psychoactives, souvent difficiles à détecter et à réglementer rapidement. Il y a une digitalisation facilitée des ventes à l'échelle mondiale et une anonymisation des transactions qui compliquent les poursuites judiciaires. Également, il y a des cartels traditionnels qui sont remplacés par des réseaux criminels fragmentés et autonomes, ce qui rend les stratégies de démantèlement inefficaces à long terme. Également, l'usage de certaines drogues, comme le cannabis et les stimulants, sont devenus courants dans certains groupes sociaux qui alimentent le marché. Pour finir, les drogues sont désormais plus accessibles, le prix est en baisse, la livraison est rapide, et ça augmente leur diffusion, notamment via des livraisons de certains sans-papiers, via les livraisons de nourriture. Également, les conventions de l'ONU, puisqu'on parle du droit international et comment le faire progresser, elles visent à limiter l'offre et la demande de drogues illicites, mais elles privilégient les approches répressives qui sont souvent peu adaptées à la complexité actuelle du problème. Certains pays, comme le Portugal et l'Uruguay, adoptent des approches innovantes de réduction des risques, mais l'absence d'un cadre flexible au niveau international crée des incohérences. Certains disent qu'il faut de la prévention et de la réduction des risques, d'autres l'intégration de nouvelles drogues synthétiques dans le cadre légal. Certains considèrent qu'il faut mettre l'accent sur la santé publique, d'autres renforcer la coopération internationale, certains d'autres veulent moderniser les outils juridiques, créer un cadre international pour le darknet et les technologies émergentes exploitées par les trafiquants. Si on peut dire, on a un petit peu l'impression que certains États, pas tous, mais sont à la ramasse concernant ces questions. Et surtout, comment se fait-il que de plus en plus de narcotrafiquants arrivent à s'adapter aussi facilement à des nouvelles technologies quand certains États nous paraissent un petit peu très éloignés de tous ces événements et de toutes ces nouvelles technologies. Et bien évidemment que certains trafiquants de drogue sont en avance. Alors face à tout ça, face à ces gens qui sont en avance, est-ce qu'on peut se demander les politiques nationales, enfin même à l'international, en Amérique du Sud, en Europe, en Amérique du Nord ou en France, est-ce que sont pas dépassés par les trafiquants et le trafic de drogue? Bon, on va voir un petit peu ça en profondeur. Bien sûr, les réseaux criminels adaptent constamment leur stratégie pour contourner les dispositifs de répression. Les trafiquants vont utiliser de plus en plus des routes secondaires, des voies maritimes moins surveillées, moins connues,
où il y a beaucoup moins de présence nationale qui rendent plus difficile la détection des cargaisons. Il y a également le recours à certaines technologies avancées, comme les drones, les sous-marins et conteneurs camouflés, qui permet aux trafiquants de transporter des quantités massives de drogue sans être interceptés. Les trafiquants agissent souvent à l'échelle mondiale, avec des liens entre les cartels sud-américains, comme les cartels de Colombie et cocaïne, et des réseaux de distribution en Europe et en France. Cependant, la coopération entre autorités internationales, Interpol, l'UE, est souvent limitée par des différends politiques et juridiques et stratégiques. Par exemple, il y a eu certaines régions comme les Pays-Bas ou le Portugal qui ont des politiques beaucoup plus tolérantes vis-à-vis de certaines drogues, ce qui crée donc des zones d'ombre où les trafiquants peuvent opérer beaucoup plus facilement. Dans plusieurs pays producteurs de drogue, les trafiquants ont réussi à infiltrer les institutions publiques en corrompant les forces de l'ordre, les responsables politiques et les fonctionnaires. Cela facilite leur travail et leur permet de développer des manières quasi incontrôlables. Donc comment vous voulez qu'un pays comme la France, même le Royaume-Uni, vienne faire des partenariats avec ces pays-là qui sont totalement corrompus, où les cartels ont des liens avec les secteurs clés de l'économie, y compris les autorités locales. Mais comment vous voulez faire ça ? C'est-à-dire que le Royaume-Uni va faire des accords avec, par exemple, la Colombie, alors que celui qui a fait des accords est le cousin de celui qui gère le trafic de drogue en Colombie. Non, c'est pas sérieux ni possible. La stratégie de lutte contre le trafic de drogue, les répressions, les saisies, les arrestations sont souvent réactives plutôt qu'anticipatrices. Donc cela arrive après que le trafiquant de drogue est vendu à travers le monde. Tant que vous n'avez pas vendu, bien évidemment ils ne peuvent pas se douter qu'ils vendent, mais ils peuvent faire des recherches et ils peuvent développer leurs recherches pour éviter cela. Les autorités tentent de s'adapter après chaque découverte, de nouvelles méthodes utilisées par les trafiquants, ce qui crée un décalage entre les capacités de répression et les techniques des criminels. Par exemple, les politiques actuelles peinent à s'adapter à de nouveaux types de drogues synthétiques ou méthodes de fabrication décentralisées qui rendent leur lutte contre le trafic encore plus complexe. Dans certaines régions, le trafic de drogue est devenu une activité économique essentielle pour les populations locales, notamment en Amérique du Sud, en raison de la pauvreté et de la faiblesse des institutions de l'État. Les communautés rurales, dans des pays comme la Colombie ou le Pérou, dépendent des plantations de coca pour leur substance, rendant difficile toute mesure coercitive contre le trafic de drogue. On le voit partout à travers le continent, mais la France est confrontée à une montée en puissance du trafic de drogue, avec des implications préoccupantes pour la sécurité publique et l'ordre social. Donc par exemple, Actu Juridique affirme que le marché des drogues en France a estimé un chiffre d'affaires annuel entre 3,5 et 6 milliards d'euros, faisant de ce secteur le principal marché criminel du pays. Également, d'après Le Figaro, on a environ 200 000 personnes qui sont directement impliquées dans le trafic de drogue en France, que ce soit en tant que producteurs, distributeurs ou consommateurs réguliers. Également, les autorités ont saisi, d'après le Sénat, 27,7 tonnes de cocaïne en 2022, soit 5 fois plus qu'une décennie auparavant, témoignant de l'intensification du trafic. D'après Statista, l'année 2023 a été marquée par un triste record de 315 homicides liés au narcotrafic, illustrant la violence et la croissance associées de ce phénomène. Également, France 24 affirme que la France compte environ 5 millions de consommateurs réguliers de cannabis et près de 650 000 consommateurs réguliers de cocaïne, reflétant une consommation élevée de substances illicites. On rajoute Le Monde, qui dit que le nombre de points de deal a diminué de 4000 de 2020 à 2954 actuellement en 2024, mais leur fermeture génère souvent de nouvelles violences, notamment dans les zones rurales. Donc on le voit bien, en France, il y a une intensification du trafic. En parallèle, on observe une hausse des homicides et une expansion de la criminalité dans certains des territoires jusque-là épargnés. Cette situation traduit une guerre asymétrique entre les autorités et les narcotrafiquants. Alors tout ça, le Sénat est au courant et en a fait des rapports qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de très alarmants.
Selon les auditions menées, bien évidemment, dans la lutte contre le narcotrafic, on déplore des moyens insuffisants, tant en termes de ressources humaines et techniques que juridiques. Le rapport, qui souligne notamment les lacunes dans le code de procédure pénale, affirme que les sénateurs notamment, et ils le soulignent, que tous les services rencontrés se disent sous-équipés pour faire face à ce fléau. Également, on insiste sur le fait que le problème concerne désormais toute la France, des grandes villes aux zones rurales et outre-mer. La commission du Sénat propose plusieurs mesures pour endiguer ce phénomène, dont un renforcement des actions pénales à travers un nouveau parquet national anticriminalité organisé et des dispositifs permettant de mieux coordonner les services d'enquête. Parmi les propositions les plus marquantes figure la création d'un DEA à la française, sous la forme de l'Office anti-stupéfiants, OFAST, qui bénéficierait bien évidemment de manières et de pouvoirs renforcés. Les sénateurs sont également penchés sur les flux financiers liés au narcotrafic, suggérant des mesures pour frapper au portefeuille des trafiquants, comme la confiscation des biens criminels et une plus grande utilisation de la procédure d'injonction pour richesse inexpliquée. Ils estiment que la lutte contre la corruption, qu'elle soit publique ou privée, est essentielle pour combattre le trafic de drogue. La Commission a recommandé un plan anticorruption et des actions pour rendre plus difficiles les corruptions dans les ports, aéroports et services douaniers. En outre, elle souligne que la prison, loin de constituer une réelle sanction, est perçue comme un accident de travail par les trafiquants. Pour eux, ça leur fait pas peur, ça leur fait plus peur. L'accent est donc mis sur des mesures plus efficaces pour démanteler les réseaux criminels et neutraliser leurs ressources. Face à cette situation, le gouvernement a présenté son propre plan contre le narcotrafic. Mais ce dernier a été largement critiqué par la Commission pour son manque de cohérence et d'ambition. Les sénateurs ont pointé du doigt un plan jugé famélique, sans mesures concrètes et détaillées. La Commission souligne l'urgence d'un traitement plus global et structuré face à un trafic devenu omniprésent et propose une série de mesures visant à renforcer des réponses judiciaires et les outils de lutte contre les narcotrafiquants. Le rapport met en lumière une faiblesse systématique dans la gestion du narcotrafic, appelant à une réforme profonde pour éviter que la situation devienne incontrôlable. Il parle d'une affaire de quelques dizaines d'années pour que la situation devienne incontrôlable dans la France. Et les trafiquants de drogue, on le dit, ils ont plus peur de la prison. C'est un petit peu, pour eux, ils le disent, c'est comme quand t'as tes congés payés. Bon bah tu te reposes en prison. Il y en a qui partent en vacances, eux ils font leur travail, et quand ils se font choper, ils se reposent en prison, c'est les vacances. Ce phénomène s'explique que les trafiquants de drogue aient développé une indifférence croissante face à la prison, s'explique par des facteurs qui transforment la prison en une simple étape dans le parcours criminel plutôt qu'une vraie dissuasion. Pour beaucoup de trafiquants, la prison n'est plus perçue comme une menace sérieuse, mais plutôt comme un accident du travail. Comme je vous l'ai dit, c'est les vacances auxquelles ils doivent faire face au cours de leur activité. En effet, dans les milieux du narcotrafic, la prison est souvent vue comme une conséquence temporaire qui permet aux trafiquants de se réorganiser, de renforcer leur réseau et parfois renforcer leur position une fois libérés. Cette perception est alimentée par la relativité de la durée des peines qui sont souvent jugées insuffisantes pour perturber le fonctionnement des réseaux. Vous le voyez des fois sur internet, les gens sont fiers même d'avoir fait de la prison. Bon, ce qui peut paraître assez étonnant. Normalement, ça devrait être considéré comme une honte, eux sont fiers. Les revenus générés aussi par le narcotrafic est considérable avec des bénéfices annuels qui se chiffrent en milliards d'euros. Face à une telle rentabilité, donc, les trafiquants sont prêts à prendre des risques, y compris celui d'une incarcération. De plus, dans de nombreuses situations, la rémunération et les profits générés par ces activités illégales sont perçus comme étant un bien supérieur à ceux d'une activité légale, rendant la perspective de la prison moins effrayante par rapport aux avantages financiers immédiats. Donc l'économie gère une culture de l'impunité où les bénéfices immédiats surpassent largement la menace et des sanctions pénales. La prison n'est pas toujours un lieu de rupture pour les trafiquants. Au contraire, elle peut devenir un lieu où les réseaux criminels se renforcent et se réorganisent. Ils font du réseau comme sur LinkedIn, par exemple. De nombreux trafiquants continuent leur activité à l'intérieur des prisons, en contrôlant des opérations depuis l'intérieur ou utilisant des complices à l'extérieur pour faire fonctionner le réseau. De plus, la criminalité en milieu carcéral favorise la consolidation des liens entre les différents acteurs du narcotrafic
avec des alliances renforcées dans un contexte où la violence et le pouvoir sont des monnaies d'échange. L'incarcération, lorsqu'elle est décidée, est souvent jugée insuffisante pour empêcher les trafiquants de poursuivre leur activité. Les peines de prison, parfois relativement courtes, ne sont pas adaptées à l'ampleur des réseaux et des profits générés par le trafic de drogue. De plus, la saturation des prisons, les conditions de détention, parfois jugées moins sévères dans certaines régions, surtout en France, ainsi que le manque de ressources pour surveiller efficacement les détenus, permettent à certains trafiquants de continuer à orchestrer leurs opérations depuis l'intérieur des murs de la prison. Ce qui devient ainsi évident que la seule menace de la prison ne suffit plus à décourager les acteurs du trafic. Donc on le voit, à quel point ils en ont rien à faire de la prison. Dans le cadre des réseaux de narcotrafiquants, en plus, ils se croient un petit peu comme sur LinkedIn. Ils font des contacts, ils se lient avec d'autres narcotrafiquants, ils font des petits réseaux et peut-être pourquoi pas des acheteurs, des futurs acheteurs. Dans le cadre des réseaux de narcotrafiquants, la corruption des institutions publiques, y compris au sein de la justice et la police, joue un rôle crucial. Certains trafiquants bénéficient de complicité au sein même des prisons ou des autorités qui leur permettent de continuer à agir. Même incarcérés, le contrôle de certains trafiquants sur les territoires et leurs influences sur des secteurs économiques, donc des ports, des aéroports, les douanes, leur permet de minimiser les risques encourus. En raison de cette corruption, les trafiquants peuvent parfois réduire leur temps d'incarcération ou même échapper à certaines peines. Aussi, les trafiquants bénéficient du soutien tacite de certaines communautés, en particulier dans certains quartiers de non-droit ou quartiers chauds, où le narcotrafic est une source importante de revenus pour de nombreuses familles. Dans ces milieux, la perception de la justice et la prison peut être différente. La prison est vue comme une conséquence inévitable et certains individus estiment que l'engagement dans le trafic est la résistance ou de la survie plutôt qu'une activité criminelle condamnable. Cette dynamique sociale contribue à l'affaiblissement de l'effet dissuasif de la prison. Également, il y a une stratégie d'invisibilité et de décentralisation des trafics. De plus en plus de narcotrafiquants mettent en place des stratégies d'organisation qui rendent le trafic plus difficile à démanteler. Par exemple, les réseaux se décentralisent et adoptent des méthodes plus discrètes comme l'usage de nouvelles technologies pour les transactions, ce qui complique les enquêtes et la coordination des services de lutte contre le narcotrafic. En parallèle, les trafiquants recourent à un nombre croissant de soldats ou courriers qui prennent des risques minimes, déléguant ainsi les opérations risquées à des personnes extérieures au cercle de décision. Et dans certains quartiers chauds aussi également. Le phénomène selon lequel les trafiquants de drogue n'ont plus peur de la prison découle de tous ces facteurs. Ça reflète la combinaison de motivations économiques puissantes, un système judiciaire et pénal insuffisant et faible, des pratiques de corruption, des stratégies de décentralisation du trafic. Pour redresser la situation, il semble nécessaire en France d'adopter une approche plus globale et plus incisive en renforçant les sanctions pénales, les moyens d'enquête et en s'attaquant plus vigoureusement aux flux financiers des narcotrafics. Donc ici, à la question à laquelle on devait répondre, à savoir si la France et tout un tas de pays limitrophes vont devenir des narcos-États, ou sont-ils déjà des narcos-États ? Eh bien en France, le narcotrafic qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes, et si des mesures fermes et cohérentes ne sont pas prises, le pays va finir par devenir un narco-État. Les réseaux criminels liés au trafic de drogue se renforcent, se diversifient et se déploient dans la zone de plus en plus large, aussi bien au niveau national qu'international. Si l'État ne parvient pas à stopper cette dynamique, la France pourrait avoir son modèle de gouvernance affaibli, des services de sécurité infiltrés par la corruption et sa justice rendue inefficace par les puissants réseaux de narcotrafic. Il est déjà visible ce processus à travers l'augmentation des violences liées au trafic de drogue, l'impunité croissante de certains trafiquants et la dérive de certaines zones urbaines où l'état de droit semble avoir reculé face aux organisations criminelles. Les politiques de répression actuelles, bien qu'importantes, semblent insuffisantes face à l'ampleur du phénomène et l'absence des réformes structurelles. Et une stratégie de lutte plus globale ne fait qu'accélérer la progression de ce fléau. Un narco-État ne se construit pas uniquement par l'omniprésence des narcotrafiquants, mais par l'absorption progressive des institutions par des intérêts criminels.
Si la France ne prend pas rapidement des mesures décisives pour renforcer ses forces de l'ordre, améliorer ses structures judiciaires, lutter contre la corruption ou démanteler les réseaux financiers des trafiquants, elle va finir, et elle risque de voir ses politiques publiques et son tissu social dégradés au point d'atteindre un seuil irréversible, où le pays pourrait alors se retrouver en proie à des phénomènes d'instabilité qui fragilisent l'économie, son image et son rôle dans le monde. Si cela continue, donc, la France va être d'ici, d'après Public Sénat et d'après d'autres, mais si cela continue, la France sera d'ici 5 à 10 ans un narco-État. Il est impératif que le pays prenne conscience de l'ampleur du défi et de l'urgence de redoubler d'efforts. Une véritable mobilisation collective, associant l'ensemble des acteurs de la société, autorités publiques, forces de l'ordre, système judiciaire et des acteurs économiques et citoyens. Et bien voilà, cette vidéo investigation est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à l'aimer, la partager et la commenter. Vous pouvez me laisser un don sur Tipeee. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!